je voudrais donner la parole à Patricia Wasserman. Patricia Wasserman, qui est la présidente de la loge Georges Gershwin du Mnébrite, qui est l'un des co-organisateurs de cette soirée. Merci. C'est Marek et Chaim, surtout Marek, qu'il faudra applaudir. Hein. Donc, je suis la présidente de la loge Georges Gershwin. Je remercie Marek pour être ici, pour nous avoir donné la primeur de la sortie de ce livre sur cette rencontre à Varsovie, qui, moi, me résonne, vu que ma grand-mère est née à Varsovie. Mais donc, le Yiddishkeit, je prononce comme je peux, le Yiddishkeit, moi, ça va me parler. Donc, je suis ravie de cette soirée, je suis ravie de vous recevoir. Voilà, bah, écoutez, sinon je raconterai ma vie un peu plus tard. Hein. Voilà, alors je voudrais également prendre la parole avant qu'on ait notre dialogue au nom de Gadib Guy, qui est le directeur général de l'Écuge, qui est actuellement en réunion et qui nous rejoindra en cours de route. Et comme vous le savez, ici, l'Écuge, c'est l'espace culturel et universitaire juif européen, où il y a toute une série d'activités dans tous les sens, comme vous le savez. Nous sommes très heureux aujourd'hui que ce soit avec Marek. Et avant de commencer, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés hier, qui avait à peine 66 ans, qui était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les Juifs, qui aimait tous les Juifs, qui aimait Israël, qui aimait l'humanité et qui, jusqu'au bout, vraiment jusqu'au dernier jour, s'est battu contre la maladie, s'est également battu pour défendre Israël. On l'a encore vu récemment sur des plateaux de télévision. Il y a encore un mois, il était présent au 80e anniversaire du CRIF lors d'une réception qui était donnée par le président de la République. Et bien évidemment, je vous demande d'avoir une pensée pour notre ami Gilles Taïeb. Alors, ce soir, Marek, c'est la fête. Pourquoi c'est la fête? Parce qu'il y a deux raisons. La première raison, parce que tu nous fais un cadeau. Tu nous fais un cadeau qui est... vous savez que dans 2 jours, la première chose que vous devrez faire après avoir bu votre café ou votre thé, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée, ou votre chocolat, ça sera de vous précipiter, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de l'acquérir ce soir, d'aller acheter ce bijou, oui, qui est le nouveau livre de Marek Alter. Et Marek Alter nous fait ce qu'on appelle une fleur, puisque Marek, en avant-première, donc, vient présenter ce livre, qui sera, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies qu'à partir du 18. Et un grand merci, Marek, de nous avoir fait ce bonheur, vraiment, de venir présenter ce livre. Et puis, deuxième chose, allez, Mazel Tov. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour historique? Oui, toi, je sais que tu sais. Un jour historique, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons le premier anniversaire du mariage de Marek avec Marianne, et je propose qu'on les applaudisse pour cela. Voilà, alors, moi je me suis dit d'ailleurs que le titre du livre, c'était aussi un clin d'œil pour Marianne, parce qu'à mon avis, depuis 1 an et depuis plus longtemps, on va passer la photo numéro 2, tu n'arrêtes pas de regarder dans ses yeux. Alors, regarde, ce que je vais te demander, c'est tout simplement de commenter la couverture de ce livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette couverture? Il y a 3 choses. Il y a d'abord le dessin. Ça, c'est bravo à mon éditeur. Un cœur fait des barbelés. Ça veut tout dire. Qui est derrière le barbelé, devant le barbelé, enfermé dans le barbelé, il y a toujours un cœur qui bat. Nous, les Juifs, on le sait, nous le savons mieux que quiconque. Puis, il y a un amour dans les ghettos.
c'est ce que je raconte un peu. La mémoire, c'est une chose très spéciale. On vit des choses, on les oublie. Et puis, en vieillissant, ces choses font surface d'un seul coup. Et on les voit mieux que les choses qu'on a vécues il y a quelques jours. C'est pour ça qu'on dit que les vieillards tombent dans l'enfance, retombent dans l'enfance. Et je ne suis pas encore retombé dans l'enfance, mais c'est drôle, dernièrement, j'ai revu les ghettos que j'ai grandi. Je suis peut-être un des derniers témoins de ces mondes engloutis comme Atlantide de Platon. Il y avait une Atlantide, personne ne l'a jamais vue. Platon atteste qu'elle a existé. Donc je serai peut-être Platon qui dira, oui, ça a existé. Il n'y a plus de traces. Et puis il y a dans tes yeux. Parce qu'en vérité, il fallait que je sois assez persuasif. Et je pense que c'est un texte court et c'est le meilleur que je n'ai jamais écrit. Pour qu'il devienne, que cette histoire rentre dans les yeux, dans tous les yeux. Bien sûr, il y a Marianne qui est dans ses yeux, mais il y a aussi un personnage dans ce livre qui s'appelle Sulamite, comme dans les Cantiques des Cantiques, qui est amoureuse, elle a 12 ans, elle est amoureuse d'un garçon de 13 ans, il ne se passe rien entre eux. Lui, il est religieux, il ne la regarde même pas. Oui. Elle lit les Cantiques des Cantiques, donc elle a quelque chose à quoi s'accrocher, un rêve. Mon bien-aimé, viens vers moi. Et puis, elle voit ce qui se passe dans les ghettos. Elle raconte ce que moi j'ai vu quand j'avais 4 ans, 5 ans. Nous avons eu la chance de survivre grâce à des amis syndicalistes polonais, catholiques, qui sont venus nous chercher et on est passé parce que la Pologne, je ne sais pas si vous savez, 1939 était coupée en deux entre les Allemands et les Soviétiques et on est passé chez les Soviétiques. Donc, c'est quelque chose d'important. J'ai montré d'abord à mon éditeur ce texte et il m'a dit « tu ne peux pas ajouter encore quelques pages ». Mais c'est comme dans les sonatines de Mozart, hein, parce qu'à l'époque de Mozart, hein, il y avait des commanditaires, hein, on payait la musique. Et les commanditaires trouvaient que cette sonatine n'était pas assez long. Il ne recevait pas, ça ne correspondait pas à l'argent qu'il a investi. Et Mozart disait, oui, mais je n'ai plus rien à ajouter, ça s'est arrêté là. Et avec cette histoire, la même chose, ça s'est arrêté à un moment donné. Vous allez lire, j'avoue, parce qu'on est entre nous, on n'est pas nombreux, donc je peux le dire, et quand j'ai relu les textes, je pleurais, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a écrit, c'est pas moi. C'est pas mal. Alors, Marek, tu te souviens aussi que quand on s'est parlé il y a quelques jours, après avoir lu ce livre, je t'ai dit on devrait faire en sorte que cette soirée soit sponsorisée par Kleenex. Que cette soirée soit sponsorisée par Kleenex, parce que moi-même, j'ai eu beaucoup d'émotions, et je vais vous dire pourquoi j'ai eu beaucoup d'émotions. Parce que, alors comme le dit Marek, c'est un conteur d'histoire, donc c'est une histoire qu'il raconte, cet amour. Mais le lieu où ça se passe, ce n'est pas un lieu neutre, c'est le lieu où tu es né le 27 janvier 1936, c'est Varsovie. Varsovie qui a été, avant la Shoah, la plus grande ville juive, puisqu'il y avait près de 400 000 juifs. Et moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions, parce que, comme l'a dit Patricia, pour ceux qui
descendent, je dirais, de ce qu'on appelle la Yiddishkeit, je dirais, toute cette tradition juive ashkénaze, ça résonne terriblement. Ça résonne avec les journaux yiddish, ça résonne avec les petits boulots, ça résonne avec la cuisine. Mais je dirais qu'en même temps, l'histoire que tu racontes, elle est terriblement universelle. Alors si tu veux, on va passer la photo numéro 3. La photo numéro 3, et tu vas nous dire si tu reconnais où ça se passe. Alors, dans les ghettos, cette trame avait une étoile juive, l'étoile de David, on dit. Ça n'avait rien à voir avec le roi David. Ça date d'un faux messie qui s'appelait David Reuvéni, 16e siècle. Mais c'était un trame juif. Tout ça, bon, pour l'instant, là, on voit cet écrit en polonais, en russe. Mais en vérité, tout est écrit en yiddish. C'est-à-dire, il faut savoir, c'était une ville juive, pas parce qu'elle était habitée par les Juifs, mais parce que c'était une vie enfermée dans la pensée juive, dans la Torah. Les Juifs allaient, on voyait dans les rues des gens avec les chapeaux, avec les cafetans noirs, qui n'ont rien à voir avec la Bible, bien sûr. Ça vient de l'Autriche de l'époque de roi Joseph, parce que comme il était très gentil avec les Juifs, donc les Juifs ont pris les caftans et ils portaient des sortes de tchapkas grands. Les orthodoxes, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça vient de la Russie, parce qu'il faisait froid là-bas. Les Juifs, c'est spécial. Ça veut dire tout ce qu'on prend, on prend chez les autres et on transforme en autre chose. On donne un autre sens. Et pour moi, il y a la musique d'abord. À chaque coin des rues, il y avait des klezmers, des orchestres qui jouaient des mélodies qui ont influencé d'ailleurs la musique classique. Prokofiev, par exemple, il était très impressionné par les klezmers qu'il a découverts à Brooklyn, à New York. Il y a la langue. Il y avait 11% de la population en Pologne était juive. Ça représente exactement le pourcentage de Noirs en Amérique. Imaginez l'Amérique sans les Noirs. Ça ne sera plus l'Amérique. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les Polonais ont la nostalgie de ces Juifs qu'ils n'ont jamais connus. Parce que dans la littérature polonaise, on parle d'eux. Il y a les plus grands poèmes polonais de Mickiewicz. Oui, on parle de Jankel, le cymbaliste. Or, ce cymbaliste n'existe pas. Alors, à Cracovie, tous les ans, il y a une sorte de carnaval, une fête, où on fait venir des orchestres klezmer du monde entier. Et cette jeunesse qui n'a jamais connu des Juifs, jamais, des catholiques avec leur croix, etc., sont en train de danser comme des funestes dans Rabbi Jacob. C'est très spécial. C'est un monde où il y avait des cafés en yiddish, des restaurants, des théâtres, des cinémas, production de cinéma. Et puis, on vendait à la criée. Ça m'est resté comme ça. Baigel, chaud, baigel, qui veut des baigels, les cornichons, les pistaches venus de la Palestine. C'est important, les pistaches venus de Palestine. Des oranges de Jaffa. C'est-à-dire, on vivait en Pologne, mais en vérité, on pensait à Israël. Alors, ton père était imprimeur, ta maman, elle était poétesse, et puis je vais citer Marie Calter, page 21, qui cite un proverbe: l'hébreu on le parle, le yiddish se parle. Je trouve que c'est une très belle phrase. Oui, c'était un proverbe, parce que c'est vrai que dans les synagogues, on priait en hébreu.
Mais dès qu'on sortait de la synagogue, on reprenait le yiddish. La plupart des Juifs de Pologne ne connaissaient même pas le polonais. Et comme ils représentaient une masse des électeurs, donc des candidats à la diète, à la Douma, c'est-à-dire au Parlement, qui voulaient avoir les voix juives, apprenaient le yiddish pour parler à la masse juive de Pologne. Il y avait des syndicats. Moi je me souviens, mon grand-père, qui était un imprimeur, barbe, calotte, et le 1er mai, il marchait à la tête des syndicats des imprimeurs avec les drapeaux rouges. Et il chantait l'International en yiddish. On ne s'imagine pas. Aujourd'hui, ça fait pas penser. C'est comme si on parlait d'un autre monde. Alors, on va passer la photo suivante que je vais te demander de commenter parce que, en fait, on a l'impression qu'il y a dans ce livre, qui est à la fois une histoire d'amour, comme tu l'as dit, entre une petite fille qui a 12 ans et son amoureux qui ne la regarde même pas ou qui va la regarder à la fin, mais dans des conditions terribles, horribles. On verra si tu veux le dire ou si on dit aux gens d'acheter le livre pour savoir comment ça se termine. Mais il y a un croisement mais qui est bouleversant et remarquable entre cette histoire d'amour impossible dans le ghetto de Varsovie, donc c'est dans le ghetto de Varsovie, et ça, Shira Shirim. Alors, Marek, pourquoi, d'où est venue cette idée de mélanger? Mais moi, je trouve que je vous recommande d'ailleurs, chacun de vous doit avoir une Bible en français, vous ouvrez Cantique des Cantiques, c'est pas long, c'est 10 pages. Et c'est le premier texte canonisé ou sacré où on entend la voix d'une femme. En général, les femmes ne parlent pas. Hein? Ça veut dire que dans la Bible qu'on achète partout en France, qui est apparu chez Bouquin, c'est même marqué lui, elle. C'est un dialogue. Ça veut dire l'homme parle à cette femme et cette femme parle à l'homme. Donc elle s'appelle Sulamite dans les Cantiques des Cantiques, lui c'est Salomon, donc on pense que c'est le roi Salomon qui est amoureux d'une jeune, elle doit être noirotte, peut-être pas tout à fait noirotte, parce qu'à un moment donné, elle s'adresse aux femmes de Jérusalem, il dit « Je suis belle et noire, femme de Jérusalem ». Elle défie les regards certainement racistes, parce que dans la Bible, il y a d'ailleurs un passage à l'époque de Tzipora, la femme de Moïse, où la famille de Moïse était raciste. Donc, la famille, la sœur de Moïse, trouvait que sa femme noire, elle était noire, Tzipora, carrément noire, hein, se mêlait trop des affaires entre les Juifs et les dieux. Et là, c'est la première fois, non pas la première, la troisième fois, que Dieu descend. Il ne descend pas souvent, d'ailleurs on a vu, dans le ghetto de Varsovie, il n'est pas descendu. Donc, il descend, il dit « arrêtez là ». On ne peut pas rejeter quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. C'est la première leçon antiraciste dans l'histoire des littératures et des religions. Donc, cette Sulamite est noirotte et elle rêve d'un grand amour. Et c'était très érotique. Très érotique. Dit, viens sentir l'odeur des lys entre mes cuisses, etc. C'est très fort. Hein? Et c'est dans la Bible. Alors, bien sûr, Rachi donne d'autres explications, parce que tout est symbolique, bien sûr. C'est une allégorie. Si c'est l'amour entre Dieu et le peuple juif, alors c'est quand même les cuisses, les seins, etc. Est-ce que tous les Juifs ont
Des saints, non. Il y a des femmes, oui, mais pas des hommes, pas encore. Bon. Donc, c'était difficile d'expliquer la présence de ces chants extrêmement sensuels en plein dans la Bible. Et Rachi, qui était un malin, il avait plusieurs filles, qui chacune s'est mariée avec un grand rabbin. Mais il était malin, il était un vigneron à Troyes. J'ai inauguré, je me souviens, il y a quelques années, la maison des Rachi à Troyes. Il était vigneron et il a dans les commentaires de la Bible, des Talmuds surtout, introduit les mots français, parce qu'il n'y avait pas, pour les vignes, pour le travail des vignerons, il ne trouvait pas les mots hébraïques. Donc il a introduit les mots français. Et vous pouvez trouver encore dans les éditions de la Sorbonne les Français du Moyen-Âge selon Rachi. On a trouvé quelques centaines d'expressions françaises qu'on a oubliées complètement, mais c'est resté dans les commentaires de Rachi. On est un peuple spécial. J'ai parlé tout à l'heure, la Pologne, là, c'est la France, et on a laissé nos traces. Et chaque pays a marqué aussi notre vie et notre comportement. Nous sommes, c'est peut-être pour ça qu'on ne nous aime pas beaucoup. On est les miroirs de tout ce qui a été fait à travers le monde, dans toutes les cultures. L'islam. Dans les Talmuds, il est dit, celui qui sauve une vie, sauve toute l'humanité. Celui qui prend une vie, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Et vous avez, je crois, la sourate 35.2, dans le truc, il est dit, Mahomet, donc les prophètes, il dit, quant aux Juifs, et il cite la même phrase, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. On se retrouve, d'abord, les grandes religions sont comme les matrochkas russes. Vous connaissez les poupées russes. Vous avez une poupée, vous ouvrez, il y a une autre poupée, exactement la même. Puis vous ouvrez, il y a encore une poupée, et c'est sans limite. C'est-à-dire, alors comme on était les premiers, donc on est la poupée la plus grande, même si aujourd'hui on représente très peu, on est combien? 15 millions. Oui. À travers le monde. Quand on pense que les bouddhistes sont 800 millions. Et à la limite, on n'en parle pas. Pas en France, pas encore. Oui, alors un exemple qu'on domine le monde, c'est que les Juifs sont au nombre de 15 millions et malheureusement n'ont pas rattrapé le chiffre d'avant la Shoah. Et on atteint bientôt les 9 milliards d'habitants sur la planète. Donc il est clair que toi, moi et vous tous, vous contrôlez absolument tout. Alors, alors justement, pour aller dans ton sens, quand tu parlais de Rachi, bon, c'est pas encore Shabbat, mais par exemple, vous prenez le mot tchoulent, ça vient du vieux français chaud-lent. Vous savez, c'est les deux mots. Alors, on va passer une autre photo, la photo numéro 5, si tu veux bien, Michael. Alors là, c'est vraiment en yiddish, et tu peux nous raconter... Voilà, tu peux nous raconter. Beaucoup plus proche de moi. C'est le foule, vous avez là des inscriptions en yiddish. Varsovie, c'était une ville très spéciale qui, curieusement, rappelle plus Rome que les villes de l'Europe de l'Est. D'abord, il y a des rues, il y a des trams qui passent, on marchait beaucoup, bien sûr, et derrière chaque portail, il y avait une cour. Derrière cette cour, chaque cour débouchait sur une autre cour. Et troisième cour, quatrième cour, et la cinquième cour débouchait sur une autre rue, parallèle à celle où on entrait. Et chaque cour était constituée, vivait comme un village.
Alors, il y avait les chefs de la cour, comme les maires des villages. Il y avait des enseignes, parce qu'à chaque appartement, il y avait des ateliers. Alors, vous aviez des enseignes, on voyait des chaussures. Donc, il y a cordonnier, serrurier, chapelier. Bon, je ne me souviens pas. Bon, tout y était. Serrurier, bien entendu, etc. Et on entendait des gens travailler et des jeunes filles chanter. Parce que dans les ateliers, on fabriquait des vêtements. Ce sont des filles qui les faisaient. Moi, j'avais un de mes grands-pères. Un grand-père était en primaire, celui du côté de ma mère. Il fabriquait des chaussettes. Et ça, je me souviens, parce que les chaussettes, bon, donc on les fabrique, c'est un long tuyau qui sort là, on coupe, là, on coupe, et on met sur une forme chauffée. Et cette forme donne à la forme de la chaussette. Alors, il y a des formes plus petites, ça veut dire qu'il y a des petites chaussettes, des grandes chaussettes, etc. Et ce tissu qui est chauffé a une odeur. Donc, et je me souviens que il y a la vapeur, et ces filles chantaient des chansons yiddish, elles rêvaient d'un grand amour, de trouver l'homme de leur vie qui va les sortir, qui va les aider à sortir de cette cour dans laquelle elles étaient enfermées, où elles se retrouvaient à côté de lavoir, parce qu'on lavait le linge dans la cour. C'est là qu'on... Et je comprends que ça a donné toute une littérature très très riche. Les dernières en date, c'était Bashevis-Singer, Isaac Bashevis-Singer, vous avez peut-être lu. Bon, c'est lui qui a écrit Yente, ce fameux film avec Barbara Streisand, où cette fille qui va devenir un garçon, et elle écrase ses seins sous une sorte de ceinture, et elle va à Yeshiva et elle tombe amoureuse d'un autre Yeshiva-Bucher. C'est-à-dire un garçon de Yeshiva, c'était une tragédie. Et Isaac Bashevis-Singer, moi je l'aimais beaucoup, et lui il racontait à tout le monde, il vivait à New York, il est mort à New York, et il racontait à tout le monde qu'il était témoin de ma circoncision. C'est extraordinaire. Donc, il était très, très fier. Il était ami de mes parents. Et il m'a vu, voilà. Alors, ce serait quoi? Ce serait le 3 ou le 4 février 1936? Exactement. Oui, ben voilà. Il sait compter, mon ami. Oui, non, mais parce que... Alors, ce qui est assez extraordinaire, parce que on est entré dans la cour, on va revenir dans la cour. Mais ce qui est assez extraordinaire, tu parlais de Singer. Singer, comme tu le sais, comme vous le savez, a reçu le prix Nobel de littérature en 1978 et il est, à mon avis, le seul qui est entré dans l'histoire comme ayant prononcé son discours en yiddish. Ouais. C'est le seul. Et tu parlais, si tu veux, Il y avait Agnon qui a fait les discours en hébreu. En hébreu, oui, absolument. Lui, c'était en 1966 qu'il avait eu le prix Nobel. Alors, on revient dans la cour, parce que moi ça m'intrigue. Parce que ton héroïne... eh bien, elle doit se lever tôt parce que tous les matins, à 8h moins 10, elle va guetter quelqu'un dans l'escalier. C'est qui qu'elle va guetter? Ben là, c'est son amoureux, son bien-aimé. Elle l'appelle bien-aimé, comme dans les Cantiques des Cantiques. Il y a un garçon, elle a 12 ans, ce garçon a 13 ans. Il sort de chez lui, elle est sous bassement. Ça veut dire que ses fenêtres sortent au ras des pavés de la cour, donc elle voit seulement les jambes, les pieds des gens qui passent, et lui, il habite au 3e étage. Son père, il était propriétaire d'une pâtisserie très connue en Varsovie qui s'appelait Studnia. Donc, il avait une redingote en soie. Il était très propre, bien, avec un grand chapeau. Il descendait à 8h pile l'escalier avec ses livres
pour aller dans une yeshiva, dans la cour à côté. Et elle s'est levée à 8h moins 10 pour guetter, voir passer son amoureux, qui ne la regardait pas, mais il la voyait quand même. Et elle s'imaginait qu'il lui parlait. Avec comment? Comme dans les cantiques des cantiques. Ma bien-aimée. Oui, c'est ça qui est merveilleux, et moi j'ai trouvé que c'était très émouvant. Alors une question, Marek. Tu es né à Varsovie, tu nous as raconté tout à l'heure, il y avait des gens qui chantaient en yiddish l'international, il y avait aussi des bouddhistes, il y avait les religieux. Alors, question, tes parents, ils t'ont donné quoi comme éducation juive? Mes parents, c'est spécial parce que, bon, comme je vous ai dit, le père de ma mère était fabricant de chaussettes. Le père de mon père était en primaire. Du côté de mon père, on est en primaire depuis Gutenberg. Ça veut dire que c'est une des plus anciennes familles d'hommes primaires juifs qui a changé de nom. Il y avait Soncino parce qu'ils étaient à Soncino en Italie à un moment donné. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un musée que j'ai ouvert qui s'appelle Casa de Stampatori Giudei, c'est la maison des hommes primaires juifs à Soncino, où il y a encore la presse à bras, bien sûr. Et notre nom vient d'Alsace. Halter, c'est halten, c'est tenir, c'était des gardiens des registres dans les synagogues, et c'est tout naturellement un gardien des registres de la synagogue de Benfeld, son fils, il est allé travailler avec Gutenberg parce qu'au lieu d'écrire, il y avait un monsieur qui disait qu'on pouvait imprimer. C'est extraordinaire. Il y a des lettres qu'on peut composer et imprimer, passer la couleur et distribuer en des milliers d'exemplaires. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les comptables en allemand, on dit Buchhalter, c'est lui qui garde le livre. Buch, c'est le livre, Halter, c'est lui qui tient. Donc, voilà mes origines. C'est de deux côtés, c'est les prolétariats, disons. Bon, il y avait la noblesse juive, bien sûr, qui était proche de la noblesse catholique. Il y avait bien sûr, il y avait des familles riches, il y avait des Rothschild, etc. Mais nous, on n'était pas de Rothschild. Et on appartenait à ces gens, justement, qui attendaient un miracle pour sortir de ces mondes-là, enfermés. Ce n'était pas des ghettos, parce qu'on pouvait sortir, on pouvait partir si on voulait. Beaucoup de gens sont partis en Amérique. Mais on s'est retrouvés entre nous. C'est comme un Portugais vient en France. Où va-t-il? Là où habitent des Portugais. C'est normal, parce que d'abord, il retrouve d'abord ceux qui parlent sa langue, parce qu'ils ne parlent pas bien français, ainsi de suite. Et il y avait deux moyens pour s'en sortir. Ou on recevait une donation d'un oncle riche d'Amérique, ça existait. D'un seul coup, on voyait arriver dans une voiture décapotable, deux types comme ça, avec des chapeaux aux formes, pour dire, vous êtes monsieur Weinberg? Oui, Weinberg. Très bien, vous avez un oncle en Amérique? Non, je ne sais pas. Oui, mais vous l'avez. Oui. Alors voilà, il vous a légué tant et tant, et vous nous donnez 20% parce qu'on vous a apporté la bonne nouvelle. Bon, ça, c'était un moyen. Deuxième moyen, c'était de devenir Yehuda Menuhin. Parce qu'il y avait Yehuda Menuhin, violoniste. Avec les violons, on peut aller très vite. Les pianos, c'est lourd. Mais les violonistes sur le toit de Chagall, vous avez tous vu cette comédie musicale,
the Fiddler on the Roof. Et Yehuda Menuhin et toutes les mères juives rêvaient de voir leur fils devenir Yehuda Menuhin. Parce que lui, il est sorti et il est devenu célèbre dans le monde entier. Donc ma mère a rêvé aussi de ça. Donc elle m'a acheté un petit violon, parce que j'étais petit, j'avais 4 ans. Elle m'a trouvé un professeur de musique. Bon, ça, il y en avait beaucoup chez les Juifs. Qui participait, je ne sais pas, il faisait partie d'un groupe de klezmer. Et à 4 ans et demi, j'avais 4 ans et demi, les Allemands étaient déjà à Varsovie, les amis de mes parents venaient, on me mettait sur un tabouret et je jouais, je ne sais pas quoi, et tout le monde applaudissait, disait « Ah, le petit Marek, il est génial !» Voilà. Bon, donc, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté vite parce que en 1941, quand les Allemands s'attaquent à la Russie, non, c'était avant. Non, c'était avant. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il y avait des bombardements. Là, je ne me souviens pas très bien qui a bombardé qui, mais on avait peur et le chef donc, de la cour a dit qu'il fallait descendre dans la cave. Alors, bien sûr, tout le monde a l'affolement, descendre dans la cave. On n'a pas nettoyé les caves depuis longtemps, il y avait des rats, etc. Bon, on est descendu et moi, je me baladais avec mon petit violon et j'ai glissé. Et un voisin, très gentil d'ailleurs, a marché sur mon violon et j'entends encore aujourd'hui le cri de ces petits violons qui s'est décomposé sous les pieds d'un type qui avait peur. Alors, le petit Marek, il a eu des problèmes avec son violon, mais dans le milieu où il vivait, est-ce que le petit Marek croyait en Dieu ? Tout le monde croyait en Dieu. Ça veut dire même, bon, il y avait les communistes, bien sûr, il y avait les socialistes, il y avait des bundistes qui étaient socialistes yiddishisants, il y avait des sionistes de gauche, mais une grande partie des Juifs croyaient à la manière de Victor Hugo. La majorité ne connaissait pas Victor Hugo. Et vous connaissez ces fameux poèmes. Eloi était dans la tombe et regardait Caïn. Ça veut dire qu'il s'imaginait qu'il y a un regard qui est posé sur nous et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi. On est jugé par quelqu'un, par un regard, quelqu'un avec visage, sans visage, peu importe comment on l'appelle. Adonai, Seigneur, Allah, etc., peu importe. Donc, la Pâque, Pessah, bientôt la Pâque. Alors, tous ces socialistes, tous ces communistes nettoyaient leur appartement ou leur petit, les petits studios. Ils achetaient les matzot et ils faisaient les seder. Et les seder pour eux, sauf que l'explication était différente chaque fois. Pour les gens de gauche, c'était expliquer ce que c'est la liberté. C'est quand même extraordinaire. Pessah, c'est extraordinaire. Ça commence par une question. Ma nishtana halayla chazeh bekol halelot. Quelle est la différence de cette soirée de toutes les autres soirées? Question importante. Et le grand-père répond, nous étions des esclaves en Égypte. C'est génial. Un raccourci de l'histoire, nous étions des esclaves. Aujourd'hui, on est libre pour le raconter. Alors, c'est quoi la liberté? Donc, des fêtes comme Pâques, Rosh Hashanah, Kippour, ou même Sukkot, étaient fêtées par tout le monde. On va passer à la photo suivante que je vais te demander de commenter.
C'est quoi ça? Ben oui, ça c'était le début de la fin de ce monde. C'est septembre 1939. Oui, le 1er septembre. Oui. Voilà. Les Allemands, très heureux, ils sourient, ils rient, ils enlèvent les signes de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, et ils rentrent en Pologne. Bon, ça, c'est le début. Après, il y a les chars qui arrivent. Les Polonais, qui sont des romantiques, un peu comme on retrouve ça chez Chopin, contre les chars, ils envoient la cavalerie. Et bien sûr, cette cavalerie est liquidée en 24 heures. Voilà. Bon, et les Allemands rentrent, et leur premier objectif, c'était de s'attaquer aux Juifs. Bien sûr, les barbes, on coupe les barbes, on rase, on nous met des étoiles jaunes, etc. Bon. Mais c'était le début de la fin. Alors si tu veux, bon, aujourd'hui, on est au courant de façon instantanée par les réseaux sociaux. Le 1er septembre 1939, les Allemands envahissent ou commencent à attaquer la Pologne. Le 17 septembre, il va y avoir le partage avec l'Union soviétique. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Alors, j'ai envie de te dire, et toi, et tes parents, et les parents de ce couple d'amoureux, 1er septembre, ils ont peur, ils se disent, on va les repousser. Comment on vit ça? Mais les Juifs n'ont jamais perdu, à travers toute leur histoire, n'ont jamais perdu l'espoir. La Bible nous raconte que parmi les prophètes d'Israël, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait 12 prophètes. 12, c'est pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que dans les évangiles, il n'y a que 12 apôtres. C'est le nombre des prophètes. 12 nu-pieds, d'une certaine manière. Alors, parmi ces prophètes, il y avait Jérémie. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde sans prophète. C'est quoi un prophète? C'est celui qui est gardien de la justice. Il remplace l'époque des juges. Et il va au-devant des hommes politiques, en général corrompus, pour dire arrêtez, les rappeler à l'ordre. Et les hommes politiques ne sont pas contents. Donc, la plupart de ces prophètes ont été tués. Isaïe a été tué, il s'est caché dans un arbre et la police du roi a scié l'arbre avec les prophètes. Les écologistes doivent apprendre quelque chose. L'arbre et les prophètes sciés ensemble. Et Jérémie, lui, on le jette dans une citerne. Alors tous ces suiveurs, ces admirateurs accourent, ils regardent au fond de la citerne, ils disent « Jérémie, Jérémie, tu es encore vivant ?» « Oui, oui. »« Et qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Maintenant, quand je lève la tête, je vois de la lumière. » Je trouve ça extraordinaire. C'est ça le peuple juif. Ça veut dire que quand on est complètement dans un trou noir, on commence à voir vraiment de la lumière. Et on essaie de remonter. Et chaque fois, on remonte. En perdant beaucoup, en traitant. Donc, les Juifs s'imaginaient, tu as parlé de la déclaration de guerre de la France et l'Angleterre. Je me souviens quand Macron a commencé à critiquer la Russie, il faut faire la guerre, etc. J'ai dit, Monsieur le Président, déclarer la guerre à la Russie, comme la France l'a fait contre l'Allemagne. Ça serait logique. Ce n'est pas la peine de crier, de montrer, de lever les poings. Vous n'êtes pas crédible. Bon. Et les Juifs ont compris qu'il y a un danger. Mais ils s'imaginaient qu'on ne les laissera pas tomber. Ils pensaient que la France et l'Angleterre, puisqu'ils ont déclaré la guerre, ne laisseront pas
les Allemands les tuaient, même si c'est écrit dans Mein Kampf. Il connaissait déjà la nuit des cristal, parce que les informations circulent. Donc, j'avais une discussion qui m'a frappé, je ne sais pas si j'avais raison, avec Hannah Arendt à l'époque des procès d'Eichmann à Jérusalem. Hannah Arendt était là, moi j'étais là par hasard, et Hannah Arendt était là pour faire des reportages pour New Yorker. D'où est sorti son livre « La banalité du mal ». Parce que d'abord, je ne pense pas que le mal est banal, donc les titres déjà ne me plaisaient pas. Et elle critiquait beaucoup ce judaïsme est-européen qui était basé sur l'ancrage dans les livres. C'est l'ancrage dans l'idée du Messie, de la délivrance. Elle pensait, avec raison, qu'il y avait 6 millions de Juifs. En vérité, ils étaient 10 millions. Bon, mais disons 6 millions tués. Si chacun avait pris un couteau, puisque maintenant c'est à la mode de tuer au couteau, oui, il aurait tué un seul nazi, il n'y aurait plus d'un nazi. Et d'une certaine manière, elle en voulait à ce judaïsme-là. Elle en voulait. C'est une certaine manière, pour elle, ça, elle n'a pas écrit, on a discuté. Et c'était une sorte de la volonté de devenir des martyrs, d'une certaine manière. Parce que notre histoire est faite de martyrologie. On connaît Hannah et ses 7 fils dans la Bible. C'est-à-dire, on est habitué à donner à Dieu, encore que Dieu n'a pas besoin d'un martyr. On a vu avec Abraham qui veut offrir à Dieu son fils, son unique fils Isaac, et l'ange Gabriel envoyé par Dieu lui arrête son bras et dit non, Dieu n'a pas besoin de ce genre d'offrande. Bon, donc, elle en voulait. Mais moi, je trouve que c'était une belle idée pour ces Juifs. Être ancré dans les livres était plus important qu'être ancré dans une terre. C'est pour ça qu'ils étaient passionnistes, la plupart d'entre eux. Ça veut dire, ils rêvaient d'Israël, c'était un rêve qu'ils pouvaient réaliser, parce qu'on pouvait aller, c'était sous le mandat britannique avant, c'était dans l'Empire ottoman, mais on pouvait y aller. Il y avait l'Aliyah, la première Aliyah, deuxième Aliyah, mais c'était des petits nombres, des petits groupes. Et c'est vrai que si ces Juifs seraient partis en Israël, bon, leurs enfants, leurs petits-enfants seront encore vivants. Et Israël, ça serait un pays de 20 millions d'habitants. Mais ils avaient un livre pour eux, c'était ça, la différence entre eux et les peuples environnants. Eux, ils étaient ancrés dans une terre et les Juifs dans un livre, dans des mots. Et les mots, c'est spécial. Une petite anecdote, je te laisse poser des questions parce que tu as préparé. Moi, j'improvise comme d'habitude. Hein. On a demandé à Freud un jour quand, d'après lui, a commencé la civilisation. Je t'ai raconté ça. Il dit, je ne sais pas, mais je m'imagine 2 primates. Chacun sort de sa grotte avec une pierre et il va tuer son ennemi puisqu'il veut avoir une grotte supplémentaire. Hein, la maison de notre voisin. Il se trouve face à face, un de deux, on ne sait pas pourquoi, lâche la pierre et au lieu de lancer cette pierre à la tête de son ennemi, lance
à sa tête une insulte. Là commence la civilisation. Oui, parce que c'est les mots. Un mot. Une insulte, c'est encore on est dans le mot. On s'insulte, après on se réconcilie, on s'aime, on s'insulte encore. Dans tous les couples, ça se passe comme ça. Alors peut-être il y a des couples qui connaissent une autre manière de coexister, mais bon. Les mots, c'est important de savoir. Ça veut dire que les Juifs ont démontré que quand on perd la notion des mots, qu'on devient violent. Celui qui ne sait plus parler qui commence à frapper. C'est toujours celui qui ne sait pas parler. On utilise combien de mots dans la vie quotidienne? 250 mots, 300 mots. Hein? Moi, mon livre préféré, c'est le dictionnaire des synonymes. Extraordinaire. Chaque fois quand j'ouvre, j'apprends des mots que je ne connaissais pas. Quelle richesse! On peut parler avec 1000 mots, 2000 mots. C'est extraordinaire. Bon. Et tandis qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi il y a un peu plus de violence, surtout chez les jeunes, hein, parce que dans leur iPhone, ils utilisent très peu de mots. Et quand ils ont quelque chose de plus à dire, ils ne savent pas comment. Donc ils frappent. Oui. Quelle est ta question? Non, mais ce qui est bien avec toi, c'est que je n'ai pas besoin de poser des questions, ça tombe tout seul. Ouais. On va passer rapidement quelques photos. On va passer la 7. Oui, ça c'est... Je décris ça. Oui. Il y a des photos encore plus bouleversantes. Hein? Il y a un enfant qui est déjà mort de faim. Moi, je me souviens, il y avait des squelettes qui passaient dans la rue, qui tombaient, arrivaient des pompes funèbres. Ils se baladaient avec des chariots à bras. Ils ramassaient. Ils avaient des brassards noirs avec Magen David. Parce que tu vois, là, on voit des personnes qui ont un brassard. Oui. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Alors, il y a des brassards, parce que chaque brassard, chaque couleur correspondait à quelque chose. Mais normalement, ils avaient tous le brassard blanc avec les Magen David noirs. Alors, les pompes funèbres avaient le brassard bleu. Et ils ramassaient donc les cadavres, ils les mettaient sur les chariots et ils allaient déposer dans une fosse commune. C'est terrible, mais j'ai vu ça en Ouzbékistan où je me suis retrouvé à l'âge de 8 ans en Asie centrale. La famine, c'était pareil. Donc, ce n'est pas particulier ça. Mais ce qui était particulier, c'est que les autres gens passaient, regardaient, et personne ne se penchait pour voir si cet enfant respire encore ou pas. C'est-à-dire, dans les ghettos, on apprenait l'indifférence. Et ça, c'est très particulier. Il y avait des sociétés de solidarité, d'entraide. Bien sûr, c'est la loi des Talmuds. Ça veut dire une communauté ne peut pas exister sans une association d'entraide, sans une synagogue, un rabbin. Bon, il y a une institution, il y a une structure, il y a une organisation. Or, là, on a perdu ce sens de solidarité, d'entraide. Et là, je me souviens maintenant, bon, j'étais petit, je ne faisais pas vraiment attention encore que ça me touchait profondément voir ces gens dans la rue, squelettiques, complètement squelettiques. Il y a des livres, parce que les Allemands photographiaient. Les Allemands étaient fous de la photo
et des cinémas. Ils venaient découvrir le cinéma. Donc, ils ont fait même un film sur les ghettos de Varsovie, j'en parle. Alors, ils ont fait ça dans notre cours. Et à cette occasion, ils ont amené un camion, ils ont distribué du pain, des petits gâteaux, des bonbons, etc., pour montrer dans les films comment ils sont gentils avec ces juifs pouilleux. Parce que c'était des films de propagande. Mais grâce à ce qu'ils ont filmé et ce qu'ils ont photographié, on a tout. Tout a été photographié. On va passer la photo suivante. Ça, c'est la construction des murs. Alors, les Allemands ont fait construire les murs par les Juifs, bien sûr. C'est ça qui est la réussite d'une certaine manière. Dans tous les pays qu'ils ont occupés, ils ont fait travailler les gens de pays. C'est pas eux. En Ukraine, ils faisaient tuer les Juifs par les Ukrainiens. Ils n'avaient même pas besoin de dépenser l'argent pour des balles. C'est ce que mon ami Patrick Desbois a décrit dans La Shoah par balle. Alors là, on est en train de construire les murs parce que c'est un quartier de la ville. Avant la guerre, il y avait donc un tiers de la population, c'était 1 million d'habitants, à peu près 300 000 Juifs. Les Allemands ont fait venir les Juifs des environs et dans ces quartiers, on s'est retrouvé à 500 000. C'est une ville comme Marseille, avec un Judenrat, avec la direction de la ville, la mairie, les maires, Tcherniakov, ingénieur, avec des hôpitaux, la police juive, qui se baladait avec les matraques, qui tapaient sur d'autres juifs. Il y avait la police ukrainienne, la police lituanienne, la police polonaise et les SS. Et ils venaient pour terminer le travail. Donc, il y avait des théâtres. Parce que la vie continuait. Tant qu'on était vivant, la vie continuait. Il y avait des cabarets, des théâtres étaient pleins. On jouait Hamlet, Roméo et Juliette. Et on applaudissait. Il y avait des restaurants où des Juifs qui étaient riches avant la guerre et qui ont pu garder un peu de richesse, dépenser leur argent avec des orchestres. Et puis, il y avait des gens qu'on a vus tout à l'heure, habillés comme ils pouvaient, et qui regardaient les enfants mourir sur les trottoirs. Donc, c'est très spécial. Ça veut dire qu'il faut... Personne, à ma connaissance, n'a fait une étude comment se recréer une société, une micro-société à l'ombre des enfers. Il y a Orphée va chercher Eurydice dans les enfers. Mais qu'est-ce qu'il trouve dans les enfers? On ne sait pas. Ça, on ne décrit pas. Il sort des enfers. Là, on était aux portes des enfers. Enfermé, une société enfermée, le muraille tout autour. Alors, comme les quartiers juifs étaient au cœur de la ville, donc les goïs, les catholiques, devaient passer d'une partie de la ville à l'autre, donc ils ne pouvaient pas traverser les ghettos. Donc, les Allemands ont laissé une rue piétonne. Il y avait les petits ghettos et grands ghettos avec un pont qui surplombait cette rue où les catholiques pouvaient se promener. Et c'est là où il s'est passé des choses terribles. On voyait les mères jeter leurs bébés du pont en espérant qu'une catholique généreuse le ramasserait
et l'enfant resterait vivant. Donc, les catholiques qui n'avaient pas d'enfants venaient sous les ponts attendre que quelqu'un leur jette son bébé. Alors, Marek, tu as parlé d'indifférence, d'accoutumance. Dans tout ça, où est-ce qu'il y avait de la place, je dirais, pour de l'espoir et pour un amour dans le ghetto? Mais parce que les gens sont ce qu'ils sont. Ça veut dire les désirs existent, les désirs pour l'autre, assouvis ou pas. Il y avait des gens qui auraient pu devenir des grands écrivains. On a trouvé des textes, les débuts de romans. Mais bon, c'était des gens, après, ils étaient déportés, donc ils n'ont pas pu terminer. Il y avait des musiciens. Ben, il y avait Spielmann, le pianiste. Polanski a fait un très beau film, Le pianiste. Et il donnait des concerts dans les ghettos. Et les gens venaient l'écouter, l'applaudir. Donc c'était des moments d'espoir, parce que là on communiquait avec l'univers, avec une culture universelle. Et puis il restait toujours l'espoir d'être délivré à un moment donné. Alors, c'est là où commence l'affaire qui a débouché sur la révolte des ghettos qu'on va commémorer d'ici une semaine ou 10 jours. C'est qu'il y avait cette jeunesse différente, juive, sioniste d'abord, qui s'est préparée pour aller dans les kibbutz, travailler dans les kibbutz. Il y avait les communistes, il y avait les socialistes, il y avait quelques nationalistes, Beitar, qui pensaient qu'il fallait devenir comme les autres. Les livres, c'était très bien, mais il fallait quand même un revolver en plus. Et qui ont commencé à rêver d'une révolte. Mais cette révolte a éclaté très tard, en 1943. Ça veut dire 1 an avant la libération. Et où il restait combien? 40, 50 000 juifs. De ces 500 000, 40 ou 50 000. Ils étaient quelques centaines. Et il y a une photo qui me trotte tout le temps, qui passe tout le temps devant mes yeux. Et bon, la révolte a tenu quand même plus d'1 mois, presque 2 mois. 3 mois après, il y avait encore des révoltés cachés dans les souterrains. Les Allemands ont enfumé les souterrains. Et on voit, il y a une photo, on voit ces révoltés sortir les bras en l'air et ils rient. Ils rigolent. Alors, si tu veux, pour illustrer ce que tu viens de dire, on va passer la photo suivante. Tu vois, regarde, la photo suivante a été prise. Donc, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est la fin de la révolte du ghetto de Varsovie qui a éclaté le 19 avril 1943. Et donc là, si vous voyez bien la photo, vous avez l'un des officiers qui a les gants à la main, comme s'il sortait, je ne sais pas moi, d'un concert. Et puis, vous voyez, on ne le voit pas très bien, mais derrière, les soldats sont en train de rire ou de sourire. Mais ça, c'est les soldats qui rient, oui. Mais pas les juifs. Tandis que moi, j'ai des photos, je ne sais pas si tu l'as. Oui, je sais laquelle tu penses. Qui est extraordinaire. Oui, qui est terrible. Ce sont ces jeunes juifs qui savent qu'ils seront fusillés et ils sont heureux parce qu'ils ont montré au monde qu'eux aussi, s'il faut se battre, ils savent se battre aussi. Alors, si tu veux, on va faire une transition. Bon, moi, je me souviens, nous avons été ensemble à Auschwitz. Je me souviens de cette photo où tu es au premier rang avec le président Chirac, avec Simone Veil, avec Lanzmann, avec d'autres. C'était une date ronde, tu te souviens, on était ensemble. Il neigeait. Et il neigeait. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui le connaissent, il
Il y avait avec nous pour la première fois, depuis qu'il avait été déporté, Henri Bulavko. Et Henri Bulavko, qui a été le président de des anciens d'Auschwitz. Et il a fait un malaise. Et si tu veux, on a eu peur qu'il y passe alors qu'il avait survécu quand il était jeune. Alors, la question qui va faire la transition avec l'actualité, c'est que, bon, toi, tu es un combattant, j'ai envie de dire, un combattant éternel, qui croit en la vie, qui croit en l'homme, qui t'est battu pour les droits de l'homme. Hein. On va faire toute une liste. Et justement, quand tu te retrouves à Auschwitz avec Jacques Chirac, avec d'autres, toi, tu penses quoi? Tu te dis jamais plus? Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Non. Moi, j'étais d'accord avec Simone Veil. Elle n'aimait pas l'expression devoir de mémoire, parce qu'il n'y a pas de devoir. On ne peut pas obliger à quelqu'un de se souvenir s'il n'a pas envie. Hein, et puis, la mémoire change. Hein, elle évolue selon la situation. Et puis, on ne peut pas vivre avec la vision d'Auschwitz, surtout qu'à Auschwitz, il n'y a rien. Avant, quand nous sommes rentrés en Pologne, début 1946, donc la Russie, il y avait encore 2 montagnes devant l'entrée d'Auschwitz. Une montagne des lunettes qui ont été portées par les gens qui ont été brûlés, et une montagne des chaussures d'enfants. Et je me souviens, ça, c'était beaucoup plus terrifiant qu'Auschwitz lui-même. Auschwitz lui-même sont des maisons en briques, des allées, tout est propre. C'est devenu un musée pour des raisons financières. Parce que pour que Auschwitz puisse continuer, il fallait voter à la diète, au Parlement polonais, des subsides. Mais on n'a pas prévu de donner de l'argent à un camp de concentration, ex-camp de concentration. Par contre, à un musée, oui. Donc, c'est devenu un musée. Et vous arrivez à Auschwitz, il y a une esplanade où on peut déposer les autobus avec lesquels vous arrivez. Vous avez des guides avec des petits drapeaux, hein, suédois, hongrois, etc., toutes les langues. Si vous parlez suédois, vous allez vers cette jeune fille sympathique, blonde, avec ce petit drapeau, qui vous amène et qui vous explique. Voilà comment c'était, etc. Elle vous raconte. Un musée. Alors, je me souviens, j'ai dit à Chirac, à l'époque, je lui ai dit, ça ne tiendrait pas longtemps. Tant qu'il y a des survivants, ils vont essayer de ramener leurs enfants, leurs petits-enfants. Et après, pour voir quoi? Il n'y a rien à voir. Ça veut dire, on va à Auschwitz avec ce qu'on sait d'Auschwitz. Nous apportons notre paquet, hein, notre sac à dos avec des morts. Mais si on n'amène rien, on ne reçoit rien. Alors j'ai dit, il y a, je crois, la maison 24, c'était la maison française. Alors les Klaxfeld ont essayé de décorer l'intérieur, ils ont mis des photos de déportés, et Chirac était très ému de voir la photo de Simone Veil à l'époque où elle était à Auschwitz. J'ai dit, et si on mettait des voix, des sons, vous passez, et de chaque bâtiment sortait une voix, des cris, des pleurs, dans d'autres langues, différentes langues. C'est que les Israéliens ont fait de manière magnifique dans Yad Vashem à Jérusalem, dans les pavillons des enfants. Vous rentrez, vous entendez, vous voyez des visages, vous entendez des noms.
Alors Simone Veil s'était mis en colère. Quand elle se mettait en colère, elle était terrible. Et quoi, tu vas transformer Auschwitz en Disneyland? Dis, si on n'essaye pas si on n'invente pas des moyens de maintenir la mémoire, d'intéresser les gens, de les impliquer, ça va disparaître. D'ailleurs, tu me poses la question, c'est presque de l'actualité. Il est arrivé quelque chose que personne n'a encore expliqué. On a beaucoup de psychologues, de philosophes, de psychanalystes, mais personne ne s'est penché sur cette affaire. 7 octobre. 7 octobre, il y a une sorte de pogrom à la nazie, des viols, on éventre, on brûle les bébés, etc. Et il y a des photos, parce que là, il y a... On va passer d'ailleurs la 10. Tu passes déjà? Ouais, vas-y. Oui. On passe la photo 10, voilà. C'est bien sûr au Festival Nova, près du kibbutz Reim. Et tout est filmé, parce que tous ces jeunes gens, comme à Woodstock, ils n'avaient pas de téléphones portables. Mais là, ils avaient des téléphones portables. Donc, ils filmaient. Ils étaient cachés, ils filmaient. Donc, on a tout. Et au lieu de bouleverser le monde, on a libéré le mal. C'est curieux. C'est curieux. Ça veut dire, Auschwitz était comme une sorte de couvercle, une chape qui était posée sur la conscience de l'humanité. L'antisémitisme n'avait pas disparu, le racisme non plus, on continuait à haïr l'autre, mais on n'osait pas exprimer cela. Donc il y avait des actes de violence contre les étrangers, contre les juifs, etc., mais minimes, on ne les sentait pas. Or, 7 octobre qui aurait dû raviver cette mauvaise conscience d'Auschwitz, au contraire, nous a libérés d'Auschwitz. C'est fini Auschwitz. Et à partir de là, les actes antisémites ont monté, les actes racistes en tout, ont monté d'une manière vertigineuse. Et là où c'était 10 actes antisémites, il y a d'un seul coup 1000 actes antisémites. Alors, hier soir, je me suis plongé dans la relecture de toutes les dépêches depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que au début, on ne comprend pas. Il y a l'émotion. Il y a, dans un premier temps, des messages de sympathie. Il va y avoir un certain nombre de responsables politiques du monde entier qui vont venir. Le dernier, d'ailleurs, ce sera Emmanuel Macron. Et à partir du quatrième jour, il va y avoir, alors que l'opération israélienne ne va commencer que le 27 octobre, 20 jours plus tard, on va commencer à accuser Israël de maltraiter les Palestiniens. Et bien sûr, alors c'est là où je vais te demander de commenter, c'est que désormais, et pas seulement Jean-Luc Mélenchon, on parle de génocide. Comment on en est arrivé là? Nous, les Juifs, on s'est trompé de film. C'est quoi l'erreur qu'on a faite? Tu as dit que tu vas montrer la couverture de la revue que j'ai publiée il y a des années. Vous allez voir alors, si éléments. Alors, si vous voulez... Alors, regardez... Mais ça me fait rien. Tu suis ton rythme. Non, mais ça ne fait rien. Suis ton rythme. Mais ne t'inquiète pas, on va passer directement à la 13. C'est pour vous montrer un journal auquel j'étais abonné en 1969. Voilà. C'était la première revue où les Israéliens et les Palestiniens s'exprimaient ensemble, se rencontraient, s'exprimaient ensemble. Et ces mouvements des dialogues, parce que quand les gens se parlent, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne s'entretuent pas,
on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on se parle. Et quand on se parle, on devient amis. C'est ce qui s'est passé à Oslo. Là, c'est l'invention des Norvégiens, génial. Quand il y a les deux délégations sont venues, les Norvégiens ont dit non, on ne les laisse pas à Oslo, on va leur donner un château à côté d'Oslo. Pourquoi c'était génial? Parce que du coup, ils sont retrouvés en dehors de l'influence, des bruits, la fureur de la vie politique. Ils se retrouvaient ensemble, ils sortaient dans les parcs pour fumer. Et un disait, tiens, qu'est-ce qui fait ma femme et mes enfants à cette heure-ci? Et l'autre sortait les photos. Et d'un seul coup, ça devenait une communauté de destin. Il fallait seulement trouver les moyens de fixer ça sur les papiers. Et alors, les Norvégiens ont dit que chacun écrive ce qu'il pense. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux accords d'Oslo. Donc, c'était la prolongation, c'était le même qu'on a mobilisé à Paris. Après, en Italie, il y avait dans notre comité pour la paix négociée, il y avait tous les grands écrivains italiens. Il était juif, il y a Bassani, il y a Primo Levi, Carlo Levi, il y avait Moravia, dont le père était juif, se sentait très juif, etc. Bon. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que nous pouvions avancer, parce qu'on parlait et on avait une proposition. Après ce qui s'était passé le 7 octobre, je comprends la colère, la frustration des Israéliens. L'armée israélienne n'était pas là. C'est une double frustration. La meilleure des armées du monde, le meilleur service secret du monde n'était pas là. Une faille. Et les dirigeants actuels d'Israël sont dit qu'il fallait exprimer cette colère et ils allaient punir les assassins. Sauf que les méthodes ont changé. Après l'attentat de Munich, vous avez peut-être vu les films de Spielberg, qui n'étaient pas très bons. Bon, Munich, où un groupe de terroristes, ce Front populaire de la libération de Palestine, a massacré des athlètes israéliens qui sont venus comme sportifs. Et Golda Meir a dit « Tous ceux qui ont participé au massacre des Juifs vont mourir. Ça prendra le temps qu'il faudra. » Et tous ont été tués, un après l'autre, un à Sydney, l'autre à Paris, troisième, etc. Là, les choses vont beaucoup plus vite qu'à l'époque de Golda Meir. Netanyahou il ne voulait pas attendre pour que les services secrets retrouvent les traces de tous ceux qui ont participé au massacre. Il fallait répondre tout de suite. Et c'est là où il a fait une faute, d'après moi. Les Hamas, contrairement au Front national palestinien, ou l'OLP d'Arafat, ou Habash, ou Hawatmeh, ceux avec qui on discutait, ils avaient une revendication nationale. Ils voulaient un État palestinien. Ils ne voulaient pas la destruction d'Israël. Alors, on discutait des frontières. Bien sûr, chacun voulait un peu plus de territoire. Hamas n'est pas un mouvement national palestinien. Aujourd'hui, on pourrait même dire que c'est un mouvement
aux visées universelles. Les gens de Hamas qui tuaient les Juifs le 7 octobre ne criaient pas « Vive la Palestine », ils criaient « Allah Akbar ». Ce n'est pas les nationalistes. Ce sont les frères musulmans qui pensent, sincèrement ou pas, que le monde sera soumis à la charia un jour. Hamas est là, chez nous, à Roubaix, à Tourcoing, ailleurs. Ils sont là, il est là à Malenbeek, en Belgique, etc. C'est-à-dire, il est partout. C'est une idéologie. On peut l'accepter ou pas. C'est une vision du monde. Ils refusent la vision de la démocratie libérale, etc. Des mécréants, ils veulent imposer leur vision, leur monde. Une idéologie, on n'anéantit pas sous les bombes. Ça ne marche pas. On a vu avec les communismes. Les communismes, les pays communistes ont sombré, non pas parce qu'on les a bombardés, mais parce que les gens qui vivaient étaient d'un seul coup attirés par une autre conception du monde. Ils venaient de découvrir cette démocratie libérale qui, avec tous ses défauts, donne quand même la liberté à chacun de s'exprimer, de vivre selon sa volonté, ses désirs, ses rêves. C'est comme ça qu'on a vu surgir Gorbatchev et la perestroïka. Donc là, il y a une faute. Alors, on aurait pu penser que cette action permettrait aux Israéliens de récupérer les otages. Pas du tout. On n'a récupéré personne. 2 cadavres. Et d'après tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la plupart sont déjà morts. Alors, j'ai enregistré une émission qui passera à télévision après-demain. Ça va énerver peut-être beaucoup de mes amis. Moi, je suis les préceptes de la Torah et des Talmuds. Si on a un devoir de racheter des prisonniers. C'est un devoir sacré. Et pour racheter, il faut discuter avec celui qui a fait prisonnier un juif. Moi, j'étais prêt d'aller parler avec le Hamas. Je l'ai fait une fois. Je connais ces gens. Un jour, une petite anecdote, c'était il y a 18 ans déjà, longtemps. Et il y a l'ambassadeur d'Israël, comment il s'appelait, me téléphone, il me dit, j'ai dans mon cabinet un homme qui veut te voir. Il s'appelle Shalit. Son fils est otage depuis déjà quelques années de Hamas. Il a tout essayé. Israël est prêt de donner 1000 et quelques prisonniers, libérer 1000 et quelques prisonniers. Et il a entendu qu'il y avait un juif à Paris qui avait des contacts avec les Palestiniens, qu'il aimait bien. Il va te voir. Il dit qu'il vient. Viens. C'est toujours dramatique de voir un vieil homme qui arrive avec un paquet des journaux qui parlent de son fils, de tous ces essais infructueux pour la libération de son fils, mais parle de son fils. Il dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Écoutez, je connais les Palestiniens de l'OLP, j'ai marié Arafat, je suis même les parrains de sa fille. Je suis un juif fier, je suis prêt de combattre pour Israël, mais je ne connais pas Hamas. Mais laissez-moi réfléchir. Et je me suis souvenu que j'avais une amie qui
s'appelle Naët Auger. Elle était mariée à Okram Auger, qui était un des plus grands marchands d'armes saoudiens, et son père était le ministre de l'Intérieur d'Assad. Bon monde. On s'en fout. Ça veut dire, si on peut sauver une vie, c'est écrit. On sauve toute l'humanité. Donc je téléphone à Naët Auger. Je dis, est-ce que tu connais le chef de Hamas, Khaled Meshal? Il dit, oui, on était à la faculté ensemble à Damas. Est-ce que tu peux l'appeler pour savoir s'il est prêt de nous recevoir? Elle me rappelle 1 heure après, les pères étaient toujours là, et elle dit, il est prêt de nous recevoir. Et là, je n'avais pas besoin d'autorisation. Nous avons pris un avion, on est allé à Damas, j'étais obligé de serrer la main d'Assad, qui nous a présenté Khaled Meshal. Ce qui est terrible, c'est que les assassins, on ne voit pas sur leur visage qu'ils sont assassins. On ne voit pas. Ce sont des hommes qui ont des femmes, des enfants, ils tiennent à leurs enfants, ils pensent que leurs enfants, il faut préserver, mais on peut tuer les enfants de l'autre. C'est-à-dire, le mal ne s'affiche pas. Dans la Bible, le mal est représenté par une tribu qui s'appelle Amalek. Quelle est la particularité de cette tribu? Que ces gens changent chaque fois de visage. Nous, on pense que le mal arrivera sous forme d'un SS, pas du tout. Il peut arriver sous forme d'un voisin souriant à qui on disait tous les jours bonjour. Ah, il pleut? Non, il ne pleut pas. Voilà. Et puis un jour, clac, il sort un couteau. On ne sait pas. Si on savait, on peut se préserver, prévenir, on ne sait pas. Donc je vois un type plutôt sympathique. Et je lui dis, c'est vous, Khaled Meshal? Il parlait un petit peu anglais et Naët traduisait en arabe. Il dit oui. J'ai dit, mais vous avez l'air sympathique. Je pensais que vous... Il dit, quoi, vous pensiez que je suis comme un diable? Il dit, non, mais au moins, on peut comme un diable. Ben, vous l'avez l'air. Vous pourrez peut-être être le président de la République palestinienne à côté d'Israël. Et là, surprise, il me prend dans les bras. Je n'ai pas inventé ces gestes. C'est Josephus Flavius, dans la guerre des Juifs, raconte comment il a dit à Vespasien, l'empereur, après la révolte de 70, il a dit à l'empereur, vous serez l'empereur. Et l'autre devient l'empereur 2 jours plus tard, et il prend Josephus Flavius dans les bras et il le nomme historien officiel de l'armée romaine. Donc, on n'invente jamais tout, c'est pas vrai. Hein? Quand on avance avec ce qu'on sait, ce qui était fait avant nous. L'histoire, elle avance, elle ne se répète pas. Et on ajoute notre chapitre en nous. Donc, ça a marché. On s'assoit, hein, on sert des cafés, des noisettes, et puis je vois sur son bureau les photos de 2 filles. Je dis, ce sont vos filles? Il dit oui. Qu'est-ce qu'elles font? Ils commencent à me parler. Hein. Une étudie la médecine à Londres, l'autre au Canada, etc. Il dit, où est-ce que vous avez rencontré votre femme? Et pendant une demi-heure, un papa est content de ses filles. Il prend en otage les enfants d'autres papas. Voilà. Et à un moment donné, comme il n'est pas idiot, il est toujours vivant. Donc j'ai dit au présent, il me dit, mais vous n'êtes pas venu pour m'interviewer. J'ai dit non, mais ça m'intéressait de savoir qui vous êtes. Et je me suis demandé en regardant vos filles, si une de vos filles était prise en otage, vous ferez quoi? Il dit, j'aurais fait ce qui a fait les pères de Gilad Shalit, hein,
je serais venu voir quelqu'un comme vous. Quelques jours plus tard, Gilad Shalit a été libéré. Israël a payé les 1000, il a libéré les 1000 prisonniers comme il a promis. Donc, tout de suite après cette affaire du 7 octobre, j'ai demandé toujours à cette Naët Auger, qui est toujours vivante, elle est devenue grande-mère entre-temps, parce qu'on avance dans l'âge. Hein, et est-ce que tu es toujours en contact avec Khaled Meshal? Il dit oui, il est au Qatar. Est-ce que tu peux lui demander s'il est prêt de nous recevoir? Elle m'appelle un jour plus tard, il dit oui, il est prêt de nous recevoir, mais il veut savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que je pouvais dire? J'ai téléphoné à l'Élysée, j'ai dit voilà, je peux essayer de négocier la libération des 3 otages français. Hein, ça concerne la France. Nous avons un président élu, le Parlement, le gouvernement, etc. Donc je parle avec mes amis, conseillers, directeurs des cabinets de Macron, et puis il me rappelle, oui, le président trouve l'idée très bonne, vous serez contacté par la cellule diplomatique. Personne ne m'a jamais contacté. Je ne voulais pas raconter ça avant, mais comme ça sera à la télévision, ça sera repris après par la presse. Et bon, je vais pas. Il est plutôt sympathique, Macron. En face, ce ne sont pas des gens plus sympathiques que lui, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc, je n'ai pas de préférences. Mais je trouve que s'il y avait une chance seulement de sauver 3 vies, il fallait la saisir. Et là, encore une fois, c'est un vrai problème. Peut-être tu connais cette histoire. Pendant les procès Eichmann, il y avait un des témoins qui s'appelait Kastner. Qui était ce Kastner? Président de la communauté juive d'Hongrie. Eichmann était nommé gouverneur de la Hongrie où il restait encore 1 million de juifs. Et Hitler lui a dit, maintenant, tu t'occupes de la liquidation des derniers juifs. Mais l'armée rouge avançait. Donc il fallait les liquider très vite et évacuer l'armée allemande qui occupait la Hongrie. Et le président de la communauté juive, qui s'appelait Kastner, a une idée. Il a fait passer un mot à Eichmann, j'ai quelque chose à vous proposer. Comme quoi, c'est intéressant. Et Eichmann le reçoit. Et Kastner lui dit, les Russes avancent, ils vont vous détruire. Si vous libérez les Juifs, je vous apporte des milliers de camions qui pourraient évacuer l'armée allemande, vous sauvez l'armée allemande. Comment? Vous me laissez aller en Suisse, où il y a des organisations juives, les représentants des grandes puissances, et je vais négocier avec eux combien de camions il vous faut. Je ne me souviens pas, 10 000, 20 000, 50 000, etc. Et Eichmann dit d'accord. Kastner va en Suisse et personne ne veut lui donner les camions pour sauver les Juifs. C'est à réfléchir. Parce que les Alliés, les Américains, les Anglais trouvaient que c'était sauver une armée encore fraîche qui va combattre après les Américains, les Anglais. Bon, ils ne pensaient pas aux Soviétiques, ils s'en foutaient. Et ils ne voulaient pas. Donc, il ne revient pas parce qu'il n'a rien à donner à Eichmann. Les Juifs hongrois sont tous déportés. Lui, il survit. Et il est témoin au procès Eichmann. Et en sortant des palais de justice, un des survivants d'Hongrie les tue.
parce qu'il trouvait inadmissible qu'un juif ait pu discuter avec Eichmann. C'est un débat. Jacques Chancel, un jour, je ne sais pas si c'est plus âgé, se souvient de Jacques Chancel, vedette de la télévision française, en direct au journal télévisé, il me demande si Hitler t'est proposé de le voir, tu serais allé le voir? J'ai dit oui, bien sûr. Sauf que Hitler n'aurait jamais accepté de me voir parce qu'il aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. C'est ça la différence. À partir du moment où l'autre accepte de me parler, il me donne une arme. Nous sommes en égalité. Nous sommes dans le langage. C'est ce que Freud disait. On s'insulte, c'est pas grave. Donc on peut peut-être persuader l'autre, peut-être pas abandonner l'idée que les Juifs, il faut les tuer. Peut-être on peut sauver 10 Juifs, 20 Juifs, 50 Juifs, 1000 Juifs. 1000 vies, c'est extraordinaire. Et quand j'ai dit ça, j'étais insulté par plein de Juifs en France. Comment tu as dit que tu aurais été prêt de discuter avec Hitler? Là, je suis sûr que quand on me verra à la télévision dire qu'il faut parler avec Hamas, s'il y a encore quelques Israéliens en vie, ben, il faut le discuter avec eux. C'est eux qui peuvent les libérer. Après, comme Golda Meir a fait, après on liquide un par un. Et encore, l'idée de l'œil pour l'œil, dent pour dent, c'était, ça on avait discuté avec Badinter, il était un des rares à comprendre, c'était la première loi égalitaire. Ça veut dire, un roi devait savoir que s'il crève un œil d'un pauvre bougre, ce pauvre bougre aura droit de lui crever l'œil aussi. Ça veut dire que ça mettait à l'abri les pauvres, les démunis. L'œil pour l'œil, dent pour dent. Ce n'est pas je dois me venger. C'est au contraire, c'est préserver de l'agressivité de l'autre. Bon, donc à la fin des comptes, nous ne sommes pas allés au Qatar. Khaled Meshal est tranquille. D'après Forbes, il est un des millionnaires les moins démunis du monde. Voilà. Et nous avons perdu quelques milliers d'hommes, femmes, d'enfants, otages. Voilà. On va passer la 11. La 11. Ouais. Bon, ben... Non, la photo numéro 11, hein. Non, ben, là c'est un petit peu vers la fin. On va essayer de revenir. Voilà, c'est ça. Alors, vous vous rendez compte, les otages. Ouais. Alors, si tu veux, je vais rebondir sur ce que tu as indiqué. Alors, effectivement, il y a eu cette négociation qui a duré 5 ans pour obtenir la libération de Shalit. Et l'on sait que parmi les terroristes qui ont été libérés, eh bien, ce sont actuellement les leaders du Hamas et qui sont responsables du pogrom du 7 octobre. Alors, tu as tout à fait bien fait de souligner que le Hamas, eh bien, c'est la branche palestinienne des frères musulmans pour lesquels le but, c'est même pas Israël, puisque c'est même pas dans leur charte, mais c'est de tuer tous les juifs, y compris toi et moi. Hein. Donc, ils ne feront pas de cadeaux. Alors, le problème que je nous pose, et que je te pose, parce que, encore une fois, je dirais, depuis très très longtemps, depuis que je te connais et même avant, toi, tu as été l'homme des contacts impossibles. Impossible. Tu t'es dit, moi, avec mes mots, je vais peut-être être capable de faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation, qui est que le Hamas donc, a déclenché un pogrom. Hein, ce n'était pas une guerre de libération.
et que son but, c'est de tuer tous les juifs. Quand on regarde que ce qui reste de l'autorité palestinienne, eh bien, elle finance les familles des terroristes palestiniens. Quand on regarde le Hezbollah qui tire depuis le nord, ou plutôt le sud du Liban, quand on pense que la guerre qui a commencé est depuis 1948 la 12e que doivent subir les Israéliens, c'est-à-dire que les Israéliens n'ont jamais déposé les armes. Moi, j'ai un exemple personnel, c'est que mon père a fait la guerre d'indépendance en 1948 et mon fils a fait bordure protectrice en 2014, et là, il a été rappelé à Gaza. Donc, la question que je nous pose, c'est sincèrement, tu crois qu'il y a quelqu'un avec qui on peut parler de paix, qui veut vraiment la paix avec les Juifs, ou j'ai envie de te dire, c'est vraiment, on ne s'en sortira jamais? Non. Si on se dit qu'on ne s'en sortira jamais, ça veut dire qu'on a perdu l'espoir. Israël est un petit pays entouré de 200 millions d'Arabes. L'islam, c'est 1,3 milliard d'individus. Les Arabes sont minoritaires. Les plus grands pays musulmans, c'est le Pakistan, c'est l'Indonésie, sont des grands pays musulmans. Et les grands penseurs de l'islam ne sont pas arabes. Il y a El-Bukhari, c'est celui qui a commenté, c'est les plus grands, c'est les Rashi, disons, du Coran. Il est de Bukhara, ville juive d'ailleurs, par ailleurs, 12 synagogues jusqu'à aujourd'hui. Il y a Al-Arabi qui est le Kazakh, etc. Bon, mais il y avait aussi de l'Irak, comme Ibn Khaldoun, etc. L'islam n'était pas, c'est une religion qui a donné beaucoup de choses au début. Les premiers hôpitaux, c'est à Bagdad. Et les chrétiens découvrent les hôpitaux avec leurs croisades. Ils arrivent là-bas, ils découvrent les hôpitaux. Et comme les croisades sont faites à part les religieux, du coup, ils apportent cette idée en Europe, et sont les religieux qui créent les premiers hôpitaux en Europe. Tous nos hôpitaux à Paris sont construits autour des chapelles. Et il faut partir de l'idée que nous n'allons pas transférer Israël sur un autre continent. Les Arabes seront toujours nos voisins. C'est comme ça. Donc, il faut trouver un moyen de vivre ensemble. Il y a en Israël 20% de la population est arabe. On n'a pas vu une seule manifestation de solidarité avec Hamas. Haïfa, une ville, presque 50%. Les Arabes israéliens ont découvert les syndicats, les travailleurs syndicats, c'est dans la Histadrout qui a accepté d'abord, ce sont les ouvriers juifs et arabes en même temps. Il y avait un maire de Haïfa qui s'appelait Abahouchi. En 1948, quand tous les pays arabes s'attaquent à Israël qui venait de naître en tant qu'État, pas en tant qu'Israël, parce que les Juifs n'ont jamais quitté la terre d'Israël. Là aussi, c'est une grosse faute d'interprétation des Juifs de la diaspora qui aiment Israël, qui lie la naissance d'Israël avec la Shoah. Israël ne doit rien à la Shoah. Il y a 220 ans, un écrivain qui s'appelle Chateaubriand, grand écrivain français,
va à Jérusalem, il décrit ça dans un petit livre, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Et il découvre les Juifs. Il ne connaissait pas les Juifs. Et il dit, ce sont les vrais maîtres de ces pays. Un hadith raconte que quand le calife Omar prend des forces Jérusalem, qui va-t-il voir en premier? C'est quand même il y a quelques siècles. Il va voir les grands rabbins de Jérusalem pour qu'ils lui indiquent où se trouvaient les temples de Jérusalem, parce que sur cet endroit, sur ces lieux, il va construire une mosquée. C'est la mosquée de Dom, la mosquée d'Omar. Ça veut dire que les Juifs étaient toujours là. Les Talmuds de Jérusalem, en même temps qu'à Babylone. Les Juifs, c'est un peuple extraordinaire. C'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'on est obligé de rester juif. Ce n'est pas une obligation. Sartre pensait qu'on était obligé parce que c'est l'antisémite qui nous oblige à rester juif. On est dans les regards de l'autre. Ça m'a beaucoup énervé. C'était la première fois que je me suis énervé contre un philosophe. J'avais 15 ans ou 17 ans, je ne me souviens pas. Je suis allé les voir pour protester. Et moi, je suis libre. Ce n'est pas un antisémite qui m'obligera à rester juif si je ne veux pas rester juif. J'avais un ami, très cher ami, Jean-Marie Lustiger, il était cardinal, on parlait en yiddish tous les deux, et il aurait pu devenir pape s'il n'était pas mort prématurément. Et encore, il m'a demandé avant de mourir, avant qu'on fasse la messe en Notre-Dame, avec tous les gouvernements, etc., de faire une prière Kaddish sur les parvis de Notre-Dame, avec les 10 religieux. Aucun rabbin ne voulait venir. Donc, j'ai trouvé 10 juifs, on a mis kippa et on a dit les Kaddish. Donc, c'est parce qu'ils voulaient. C'est la volonté. Moi, j'aime être juif parce que les juifs, il est en même temps sur la terre, comme tous les peuples, sont liés à une terre, ils sont attachés à des lieux, patrimoine visible, et puis un patrimoine invisible, comme disait Freud. Patrimoine invisible. Et avec les patrimoines invisibles, on peut aller prier à Shanghai, comme je le décris dans la juive de Shanghai. On peut se retrouver chez les je sais pas, en Alaska, dans la Pampa argentine où est né Joseph Kessel, etc. Et c'est préserver de quoi? Avec quoi? Avec les patrimoines invisibles. Toujours en acceptant l'idée qu'il y a un patrimoine visible. C'est pour ça que les Juifs est dangereux. Dangereux pour tous les extrêmes. Il est dangereux pour tous les extrêmes parce qu'il introduit l'idée d'universalité par sa seule présence. Par la seule présence. Il n'est pas seulement ici, c'est un regard un peu comme dans les lettres persanes de Montesquieu. C'est un regard intérieur et extérieur. Il a fait comprendre aux Français comment les étrangers voient les Français grâce à deux Persans qui écrivent des lettres et ils racontent qu'est-ce qu'ils voient. Chacun de nous aurait pu faire la même chose. On est Français et on appartient à quelque chose, à un corps beaucoup plus grand. C'est l'univers, l'universalité. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas nos voleurs. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas nos assassins. Rabin était assassiné par un juif. Arlozorov était assassiné par un juif. Ça veut dire que
c'est ça qui est paradoxal et beau, d'une certaine manière. Il faut relire Stefan Zweig. Il y a même Freud. Il a fait un livre sur les Witze, sur les blagues, hein, les rires, les subconscients, que je ne me souviens pas exactement les titres. Et puis, il donne comme exemple seulement les blagues juives. Et il s'excuse. Il dit parce que l'humour, c'est quoi? C'est les humeurs. Donc, les Anglais utilisent humeur qui change, et ces changements d'humeur nous font rire. Mais le vrai humour, c'est quand on se moque de soi-même. C'est Charlie Chaplin. C'est comme ce qu'il faisait Gainsbourg. Il disait, vous voyez, mes oreilles décollées, énormes oreilles, mon nez, il se moque de lui-même. Ça veut dire qu'il enlève la possibilité à l'autre de se moquer de lui, puisqu'il se moque lui-même de lui. C'est ça l'humour. Donc j'aime bien cette situation. Elle est inconfortable parce qu'on risque toujours recevoir un crachat, un gifle et une balle, bien sûr. Alors, on va conclure par la diapo numéro 16, Michael, si tu veux bien. Ça, ce sera pour la prochaine fois. La 16, voilà, c'est ça. Donc, je reviens à ce livre magnifique que je vous propose, que je vous incite d'acquérir dès jeudi matin, hein, dès que la FNAC, les autres librairies ouvrent. Alors, en avant-première, moi, je ne vais pas vous citer ni Montesquieu, ni Stefan Zweig, ni Freud, mais je vais vous citer Marek Alter. Je vais vous citer, tu es d'accord, hein? Je vais vous citer Marek Alter, dans ce livre qui est vraiment magnifique, bouleversant, qui m'a beaucoup touché. À un moment, tu écris « Il ne s'agit pas pour nous de changer la nature de l'homme, mais de protéger l'homme contre sa propre nature. Quant à moi, plus mesuré dans mes exigences, je propose comme réponse ce cri d'amour d'une jeune juive de Varsovie, de cette Anne Frank polonaise qui aurait pu, comme sa sœur d'Amsterdam, affirmer, malgré le destin tragique dont elle était consciente, je continue à croire que les hommes sont fondamentalement bons et généreux. Merci, Marek Alter. Merci.